Bonjour à tous. Vous aimez écouter des histoires, des récits, des légendes, alors bienvenue sur ma chaîne. Si vous avez aimé cette écoute, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Encore merci. Et maintenant écoutez. Rome est désormais prospère. De tous les horizons, attirés par notre force et notre richesse, des milliers d'hommes sont venus nous rejoindre. Nous comptons dans nos rangs les meilleurs soldats, les meilleurs artisans, les meilleurs maçons. Nous nous étendons peu à peu sur les 7 collines, qui se couvrent de temples magnifiques et de vraies maisons en pierre. Seulement, le personnage vêtu de pourpre qui parlait ainsi devant ses prêtres et ses conseillers, les optimates, s'interrompit. C'était un homme brun à la fois svelte et musclé, au beau visage empli de noblesse tout autant que de hardiesse. Sa prestance était grande, bien qu'il eût tout juste atteint 22 ans. Il s'agissait de Romulus, fondateur et prince de la nouvelle cité. À l'occasion du conseil, des tentures du même pourpre que la tunique du jeune prince avaient été tendues au-dessus de la terrasse principale, pour protéger les participants de l'ardeur du soleil d'août. Depuis que Romulus avait tracé à la charrue les limites de la première enceinte, guère plus de 4 ans avaient passé. La cité carrée, avait quintuplé sa surface, tandis que sa population se multipliait par 10. Romulus et ses optimates habitaient maintenant le Capitole, éminence rocheuse située en face du Palatin, un lieu escarpé, facile à défendre, où une véritable forteresse avait été édifiée. Tout semblait donc aller pour le mieux dans la glorieuse cité. Sauf qu'il y avait un problème, seulement, répéta Romulus après avoir dévisagé toutes les figures attentives levées vers son trône, Rome reste désespérément vide de femmes. Je n'ai pas d'épouse, ni aucun d'entre vous. Notre cité a été peuplée par des voyageurs, des mercenaires, des marchands, des émigrants, tous hommes de valeur, robustes et courageux. Mais ces hommes sont arrivés seuls. Or, si nous voulons que Rome survive et se perpétue, nous devons fonder des familles, avoir des enfants qui à leur tour feront des enfants. Voilà quel doit être désormais notre but. Je vous le demande donc, que devons-nous faire? Nous pourrions envoyer des ambassadeurs dans les royaumes voisins, et réclamer qu'on nous cède ces femmes dont nous manquons, hasarda un conseiller. Sa proposition fut accueillie par des rires plus ou moins discrets. Ces rires avaient une raison, bien qu'elle fût jeune, forte, glorieuse, et sans doute à cause de cela Rome n'avait pas bonne réputation. On savait qu'elle était peuplée de rudes guerriers pas toujours disciplinés. On n'avait pas oublié non plus que le premier acte de son jeune prince avait été d'assassiner son frère. Alors Servius se leva. C'était le plus ancien compagnon de Romulus, et le plus écouté. « Je ne vois qu'un moyen, » déclara Servius. « Ce qu'on ne nous cédera jamais par la diplomatie, prenons-le par la force. Pensez au royaume de nos voisins, les Sabins. Sa capitale, Alba la Longue, est réputée pour la beauté de ses jeunes filles. Faisons-les venir ici, et gardons-les. Pourrais-tu nous dire comment tu te proposes de faire venir ces jeunes filles d'une si grande beauté ?» grommela avec ironie un autre optimate, au milieu du brouhaha qui s'était élevé. Organisons une grande fête et invitons les Sabins, en insistant sur le fait que nous tenons à honorer leurs filles, poursuivit Servius. N'avons-nous pas récemment déterré dans la vallée un vieil autel consacré au dieu Consu, gardien des moissons? Cette divinité antique est, dit-on, de bons conseils. Je crois que celui qu'elle vient de nous donner par mon humble bouche doit être suivi. Et il en fut ainsi. Les messagers de Romulus allèrent claironner à travers tout le royaume des Sabins qu'une grande fête allait avoir lieu à Rome, le 4 août, en l'honneur du dieu Consu. Le jour dit, oubliant leur méfiance envers ces turbulents Romains, tous les nobles, les patriciens, les chevaliers sabins affluèrent en grand nombre vers le centre de Rome et s'assemblèrent sur la place de l'Aventin, où la fête allait débuter. Des estrades avaient été élevées, bannières et guirlandes flottaient au vent. Comme Servius l'avait deviné, les nobles sabins étaient venus accompagnés de leurs épouses, mais aussi de leurs filles. Sans en avoir l'air, les Romains les dévoraient des yeux. Pas de doute, elles étaient effectivement d'une grande beauté. Il y avait là Cornelia, rousse aux yeux verts parée d'une robe émeraude, et fille du riche grénotier Mnemo. Il y avait Clélia, plantureuse blonde toute vêtue de blanc, Julia la brune, fille du chef de la garde d'Albe, et encore Fulvia, Corellia, Antinéa, sans et sans autre beauté. Il y avait aussi Ercilia, aux cheveux ailes de corbeau et aux yeux myosotis. Cette Ercilia était la fille de Titus Statius, le jeune roi des Sabins. Car le vieux souverain Numitor avait fini par s'éteindre paisiblement. Et comme son seul descendant, son petit-fils Romulus, était parti fonder sa propre cité, il avait laissé son trône à Tatius, général de ses armées. Là-bas, sur la tribune d'honneur, Romulus leva son sceptre. Des trompes sonnèrent, des nuées de colombes s'élevèrent dans le ciel lumineux d'août. Et la fête commença. Avec les lutteurs au torse luisant d'huile,
des acrobates, des lanceurs de javelots. Mais l'épreuve attendue avec le plus d'impatience était une course à cheval, où les 100 meilleurs cavaliers de Rome devaient se mesurer. Sur son trône, Romulus fit un nouveau signe. Piaffant, les chevaux s'élancèrent en un galop furieux, cravachés par leurs cavaliers, tous des jeunes gens de fort belle allure. Cette belle allure n'avait pas échappé aux Sabines. Dans les rangs des jolies spectatrices, des commentaires admiratifs se mirent à fuser. Tu as vu ce blond en casaque de cuir? Quelle prestance, sans doute. Mais regarde plutôt ce brun aux muscles noués comme des cordes. Je parie qu'il va se retrouver en tête. Les cavaliers étaient en train de prendre à la corde le premier virage. Puis ils abordèrent la ligne droite. Les cris d'excitation qui montaient de la foule en majorité féminine se transformèrent en hurlements de terreur. La horde des cavaliers, virant avec un parfait synchronisme, s'était jetée dans la masse des spectateurs. Les chevaux fracassèrent les barrières, renversèrent les bancs, caracolèrent sur les gradins. Doués d'une folle témérité, les Romains, tels des centaures, cueillirent les jeunes filles convoitées, comme ils auraient arraché toutes les fleurs d'un champ multicolore. Les pères, les fiancés, les frères étaient désarmés. Ils tentèrent néanmoins de s'interposer avec courage. En vain, ils furent renversés par les chevaux, repoussés à coups d'épée, piétinés sans merci. Bientôt, les nuages de poussière soulevés furent si épais qu'on ne distingua plus rien. Parmi les spectateurs encore éberlués, des voix s'élevaient. « Fulvia, mon enfant, où es-tu? Cornelia? Cornelia, ma chérie, réponds-moi, je t'en prie. » Mais personne ne répondait. Jetés en groupe ou en travers des selles, les jeunes Sabines volantes, plusieurs centaines, avaient été emmenées sur les sommets du Capitole, à l'abri derrière les murs solides de la forteresse. Il ne restait plus aux soldats de la garde de Romulus qu'à repousser les Sabins, de la pointe de leurs lances, hors des limites de la ville. Le plan avait parfaitement réussi. Ainsi les jeunes Sabines, leurs visages maquillés avec art et encroûtés de poussière, se retrouvèrent-elles prisonnières derrière les murs du Capitole. Au début, elles durent habiter une vaste maison commune. Puis elles furent obligées de partager la demeure des rudes guerriers qui les avaient enlevées. Et, peu à peu, les pleurs et les protestations des premiers jours furent oubliés. Rome était grande et belle, ses habitants joyeux. Et les fiancés, que se voyaient attribuer les Sabines n'étaient pas si mauvais bougres que cela. Et puis, comme les Sabines n'avaient pas manqué de le remarquer pendant la course, ils étaient plutôt beaux garçons. De leur côté, les Romains eurent à cœur de se faire pardonner et accepter. Ils s'efforçaient d'être gentils et patients avec leurs captives. Ils leur offrirent de nouvelles parures pour remplacer celles qui avaient été déchirées lors de l'enlèvement. Les femmes furent installées dans de belles chambres bien éclairées, même si elles n'avaient toujours pas le droit de quitter leur nouvelle maison. La première union fut celle de Romulus avec Ercilia, la propre fille du roi d'Albe. Ercilia, outre sa grande beauté, était une femme intelligente et sage. Plutôt que se révolter, elle avait, dès le premier jour, adressé au prince ce discours: « Romains, toi et les tiens nous avez ravis à notre patrie et à nos familles. Nous sommes à votre merci, et vous pourriez faire de nous ce que bon vous semble. Mais à quoi vous servirait de nous brutaliser, de faire de nous vos esclaves? Ne serions-nous pas de meilleurs épouses si nous étions bien traités, et si nous choisissions librement nos futurs maris? Voilà qui est sagement parlé. » avait répliqué Romulus en riant. « Crois-moi, votre sort sera celui que tu viens de décrire. Quant à moi, il me plairait fort que tu me choisisses pour époux. » Et c'est ainsi que la fille du roi d'Albe épousa le prince de Rome. Ensuite, la rousse Cornelia choisit Thalassius, le capitaine de la garde, Clélia la blonde Philippulus, un architecte fameux, et Julia un archer infaillible. Quant au fidèle Servius, il trouva chaussure à son pied en la personne de la timide Syrah. Ainsi, à Rome, la vie reprit un cours normal. Mais il en allait tout autrement à Alba Longue. Humiliés et furieux, les sénateurs avaient pressé Titus Statius de réunir le conseil. Cela ne peut durer. Attaqua le sénateur Livius. Ces Romains sont de jour en jour plus insolents, plus puissants, plus nombreux. Et voilà qu'ils enlèvent nos filles à notre nez et à notre barbe. Certes, ils ont épargné nos fidèles épouses. Mais ce n'est qu'une mince consolation. Il faut les réduire à merci, les écraser, les faire disparaître de la surface de la terre. Sinon, ce sont eux qui nous enverront au néant. Je suis moi-même accablé par l'enlèvement de ma fille Ercilia, répondit le roi Tatius. Mais n'oubliez pas que Rome est devenue une puissance redoutable. Laissez-moi le temps de lever une armée capable d'abattre ces murailles, et d'étudier la meilleure stratégie d'attaque. Cela fut fait en 3 mois. L'armée de Tatius put alors s'ébranler, renforcée par des contingents venus d'autres peuples du Latium ayant des comptes à régler avec les Romains. Cependant, parvenus sous les murs du Capitole, les assaillants furent accueillis par une grêle de flèches et de pierres. Et les Buxins n'eurent plus qu'à sonner la retraite. C'est un échec,
conclut Tatius devant ses généraux réunis sous sa tente. Mais si nous ne pouvons pénétrer dans Rome par la force, peut-être pourrons-nous y accéder par la ruse. Le lendemain dès l'aube, le roi, son visage dissimulé sous un capuchon, alla rôder autour de la colline, accompagné de 3 seulement de ses soldats les plus fidèles. Le Capitole se dressait au sommet de rochers fort escarpés. Un seul sentier y donnait accès, si étroit qu'aucune armée n'aurait pu y grimper sous peine d'être laminée par les flèches. Que faire? Tatius espérait découvrir un moyen d'investir la forteresse par un passage dissimulé. Hélas, il n'existait rien d'autre que ce chemin à découvert. Dépité, il était prêt à rebrousser chemin quand, dans les brumes, il entendit un pas léger. Sans bruit, il se cacha avec ses hommes derrière un empilement de roches. Descendant le sentier, une jeune femme portant une cruche sur l'épaule approchait. Tandis que la femme remplissait son récipient à la source située à mi-chemin des murailles de la plaine, Tatius l'observa attentivement. La jeune femme était parée de riches bijoux, colliers, bracelets, bagues. Une coquette, c'était évident. Cela donna une idée au roi. « Je te salue, belle inconnue, fit-il en surgissant de sa cachette. « Qui as-tu donc ? Mon nom est Tarpéa, répondit la jeune fille avec une moue quelque peu hautaine. Je suis l'épouse de Tarpéus, commandant de la forteresse que tu vois là-haut. Je suis venue quérir de l'eau pour mon mari et la garnison. Ça alors, murmura Tatius en souriant à l'abri de son capuchon. Cette rencontre est une aubaine. Nous sommes de paisibles voyageurs, venus de loin dans le but de visiter Rome, et particulièrement le Capitole, qu'on dit couvert de temples magnifiques. Hélas, la guerre qui semble régner ici nous en empêche. Mais je vois à ta ceinture un lourd trousseau de clés. Ne pourrais-tu nous ouvrir la porte donnant accès à ta cité? Crois-moi, je saurais t'en être reconnaissant. Je vois que tu aimes les bijoux. Je possède moi-même maintes pierreries et parures précieuses. Oh! Gloussa Tarpéa, les yeux brillants. Alors cela se pourrait. Sans paraître le moins du monde effarouché par la présence de ces inconnus surgis du brouillard, la naïve Tarpéa les examina, avant de murmurer avec un petit sourire, « Je me contenterai de ce que toi et tes compagnons portaient au bras gauche. » La jeune fille, d'un simple mouvement du menton, désignait le magnifique bracelet armorié, en or massif, que chaque soldat d'Albe la Longue avait pour coutume de porter autour du biceps. « Il en sera donc ainsi, » dit Tatius en inclinant la tête. « Je te donne donc rendez-vous demain matin à la même heure. »« À demain, donc, » pouffa la coquette, en hissant sa jarre pleine sur son épaule avant de reprendre le chemin du fort. Le lendemain, alors que les brumes de novembre n'avaient pas encore dégagé les flancs de la colline, Tatius entreprit l'ascension du petit chemin serpentant au milieu des roches. Ses soldats suivaient l'un derrière l'autre, sans faire le moindre bruit. Là-haut, dans la forteresse, tout semblait encore dormir. Sauf Tarpéa, qui attendait devant la porte ouverte. « Tu as tenu parole, » prononça le roi. « À moi de tenir la mienne. » Ce matin-là, les soldats, équipés pour la guerre, ne portaient pas au bras gauche qu'un bracelet, mais aussi un lourd bouclier ovale renforcé de bronze. Et c'est ce bouclier que Titus Tatius, le premier, jeta au visage de la jeune fille. La bouche de Tarpéa s'arrondit en anneau de surprise et de douleur, puis elle s'affaissa, portant les mains à son front. Aussitôt, un second sabin fit tomber son bouclier sur le corps qui tressaillait. Et un troisième, et un quatrième, au bout d'une vingtaine de boucliers entassés, la malheureuse n'était même plus visible. Ainsi périt qui a trahi sa patrie, fit sobrement Tatius. Ce fut la seule horizon funèbre de Tarpéa. Puis, enjambant la pile de boucliers, les Sabins commencèrent à s'infiltrer dans le Capitole par la porte ouverte. Une dizaine de guerriers étaient déjà passés quand un cri perçant retentit au-dessus de leur tête. Aux armes! À la garde, on nous attaque! À peine le Romain qui avait aperçu les envahisseurs venait-il de hurler qu'ils s'écroulaient, une flèche en travers de la gorge. Mais la garnison du Capitole avait été mise en alerte. Tarpéus bondit de sa couche, torse nu, épée au poing. Il s'effondra, cerné de toutes parts, percé de 20 coups. Vite, la mêlée devint générale. Romulus, qui dormait dans son palais éloigné des lieux de l'assaut, fut brutalement réveillé par Servius, qui le secoua en hurlant, « Les Sabins sont dans la place !» Romulus revêtit en toute hâte son armure et se jeta à son tour dans la bataille. Bientôt, la place centrale du Capitole retentit du tintement des armes, du gémissement des blessés et des mourants. Dans les premières minutes, les Sabins, qui bénéficiaient de l'effet de surprise, eurent l'avantage. Puis le combat devint plus incertain. Au milieu de la place, les hasards de l'affrontement placèrent face à face Romulus et Titus Tatius, le premier armé à la romaine d'une cuirasse légère, d'un grand bouclier rectangulaire et d'un javelot, le second plus lourdement équipé, avec un casque à cimier, une cuirasse en bronze, des jambières et un glaive. « À moi,
Romulus, cria le Sabin. À moi, roi des Sabins, cria le jeune prince. Les deux adversaires allaient se précipiter l'un sur l'autre quand une forme souple se glissa entre eux, armée de sa seule poitrine nue et de ses bras levés. Arrête, mon père, arrête, mon mari, d'une seule voix, Romulus et Tatius soufflèrent, Ercilia, la femme de l'un, la fille de l'autre. Réveillée par le fracas du combat, elle s'était élancée au milieu des guerriers. Elle, et toutes les autres Sabines, Cornelia, Clélia, Julia, Fulvia, Syra, qui se jetèrent de la même façon entre un mari et un père ou un frère, offrant leur tendre chair à l'acier des épées et des lances. En peu de temps, la rage des armes s'apaisa. Bras écartés, les mains posées sur la poitrine cuirassée de Romulus et de Titus Tatius, Ercilia clama, « Pourquoi cette guerre insensée? Vous voulez donc tous mourir, et nous faire à notre tour mourir de chagrin? Nous, filles d'Albe, vous aimons tendrement, nos pères et nos frères. Mais nous aimons pareillement nos maris. Alors réconciliez-vous. Laissez tomber vos armes, embrassez-vous. Et que, grâce à nous, il n'y ait plus de peuple et de ville, mais un seul peuple, une seule ville. » Dans le grand silence qui suivit, on n'entendit plus que le choc métallique des glaives, des épieux et des boucliers heurtant le pavé. « Puisque c'est la volonté de ma fille, c'est ma volonté, dit Tatius. Nous ferons donc la paix. Nous ferons la paix par la volonté de ma femme, appuya Romulus. Pour t'en remercier, Ercilia, demande-nous ce qu'il te semblera bon, et cela te sera accordé, ainsi qu'à toutes tes sœurs d'Albe. Je demande donc ceci, fit Ercilia d'une voix ferme, que, dans nos demeures, nous n'ayons d'autre devoir que filer la laine. Tout autre travail que nous serions amenés à faire, nous ne le ferons que parce que nous le voudrons bien, sans que personne ne puisse nous y contraindre. Nous étions de bonnes épouses, mais des épouses soumises. Désormais, et il en sera de même avec les Sabines, nous serons seuls responsables de nos foyers. Qu'il en soit ainsi, conclut Romulus. À partir de ce jour de paix, les Romaines devinrent maîtresses chez elles. Et leurs maris respectèrent cette autonomie chèrement gagnée. Roma Quadrata, la ville carrée, fut baptisée Germinata Urbe, la ville double. Chaque année au mois d'août, on continua à fêter le dieu conçu, le dieu du bon conseil. Ces fêtes furent appelées les concilia. La falaise sous laquelle la malheureuse Tarpéa avait trouvé la mort, écrasée par les boucliers, fut appelée la roche tarpéienne. Par la suite, et pour des siècles, les Romains prirent l'habitude de jeter certains de leurs ennemis prisonniers du haut de cette falaise.